Bonjour, je m'appelle Laurane, je suis diplômée de l'IFITS en 2024 et je suis infirmière depuis en réanimation. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Après l'obtention de mon diplôme, je savais que je voulais travailler en service de réanimation, dans le public précisément. Du coup, j'ai postulé dans divers hôpitaux publics pour vraiment choisir le service de réanimation où je me sentirais bien, sachant que le cadre de travail comptait beaucoup pour moi. Et après 4-5 entretiens, j'ai finalement choisi le centre hospitalier de Versailles, qui était une grosse réanimation pour commencer. Épisode 1. Et j'ai finalement donc choisi le service de réanimation parce que je m'étais fixée dessus depuis la 2e année de mes études infirmières. J'avais découvert ce service lors d'un stage. Au bout du 3e jour, je me suis dit c'est dans ce service que je veux travailler parce que c'était très intense. Tout de suite, il y a quelque chose qui m'a intéressée. Et j'ai voulu creuser parce que 2 mois de stage en réanimation, autant dire que c'est rien. Pour se sentir experte, il faut au minimum 1 à 2 ans. Donc 2 mois en tant qu'étudiante, vraiment, j'avais pas vraiment acquis d'expérience. Donc voilà, il m'a semblé bien de pouvoir faire un 2e stage avant de prendre un poste en réanimation une fois diplômée. Et donc j'avais poursuivi, j'avais finalement fait mon stage pré-professionnalisant en réanimation et j'avais également réalisé mon mémoire d'études infirmières sur l'humanisation des soins en réanimation. Donc voilà, les choses se sont profilées de manière à ce que je trouve un poste en réanimation par la suite. Alors, j'ai choisi le thème de l'humanisation des soins en réanimation grâce à un stage que j'ai fait dans ce service. C'était un service dans lequel le personnel soignant avait développé ce projet-là justement d'humaniser les soins. Et donc je suis arrivée au cœur de cette entreprise-là et les personnes qui m'ont encadrée alors m'ont un petit peu initiée à cette humanisation des soins. Et ça m'a passionnée et beaucoup questionnée parce que je cherchais justement avec le métier d'infirmière à entrer dans le cœur du soin et de l'humain. Et là, j'ai entré dans un service qui était très intense, très complexe, autant sur les points de vue relationnels et techniques. Et en plus, il y avait cet accent qui était mis sur l'humain. Donc finalement, ça matchait parfaitement avec les problématiques, en tout cas, que je recherchais. Et donc, j'ai abordé ce sujet-là dans mon MFE avec un triptyque. En fait, je me suis demandé en quoi est-ce que l'empathie des soignants qui étaient sollicités à travers l'humanisation des soins, tous les protocoles, les processus, les nouvelles pratiques de soins qui émergeaient de cette direction-là, et donc qui impactaient l'empathie des soignants, en quoi cette empathie-là, elle pouvait solliciter la résilience des patients, finalement. En fait, quel était l'intérêt pour tout le monde, que ce soit soignants et patients, dans cette humanisation des soins qui, de prime abord, paraît évidente. Enfin, on se dit, c'est normal d'aller vers la pratique la plus humaine possible, mais finalement, on se rend compte en allant dans les hôpitaux que c'est pas forcément le plus évident possible. Et donc, reposer certaines questions, ça m'a permis de voir que les réponses n'étaient pas forcément évidentes aussi. Alors, le service de réanimation, il est super intéressant pour ça parce que justement, on accueille des patients qui sont en état de défaillance viscérale et multiviscérale et donc qui ont besoin de suppléance technique. Le premier travail de l'infirmier en réanimation, quand il entre dans la chambre d'un patient, c'est d'abord de checker les machines, d'aller voir que tout fonctionne bien, que toutes les alarmes sont bien réglées, que toutes les normes sont respectées. Et puis le patient, il est aussi ce qu'on appelle techniqué. Donc il a les cathéters artériels, les cathéters centraux, il est souvent intubé, sédaté ou plongé dans un coma artificiel. Donc il n'y a pas ce contact avec l'humain comme on peut avoir dans les autres services où le patient est conscient, il peut interagir normalement. Là, en réanimation, on est beaucoup confronté à des patients finalement qui ne sont plus que des corps dans des lits sous les machines. Donc c'est là que la question de l'humain se pose parce que en tant que soignant, quand on fait nos tours de soins, toutes les 4 heures par exemple, qu'on s'occupe du patient, de le tourner pour éviter les escarres, qu'on lui administre les soins, on le fait sur un corps qui est inconscient. Enfin, on dit inconscient, en vérité on ne sait jamais
à quel degré le patient est conscient ou inconscient. Ça fait partie de la part de mystère. Et du coup, l'enjeu pour préserver l'humain, quand il est caché derrière ces machines-là, il est d'autant plus grand. Donc ça, c'était déjà le premier point le plus flagrant. Mais surtout, quand le patient il est amené à se réveiller, quand on est amené à le sortir du coma artificiel, qui sort de cet état-là, et bien là, il se retrouve dans un état qui est assez critique parce que souvent, il ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Il peut avoir des souvenirs altérés ou alors avoir des hallucinations. C'est très déroutant pour le patient de se retrouver dans une chambre de réanimation où il y a des lumières blafardes tout le temps, il y a des bips, des alarmes qui sonnent très souvent, ça entre, ça sort. Et donc aujourd'hui, les soignants qui ont fait des études dessus, les médecins, ont admis que l'hospitalisation en réanimation, c'est en soi une expérience qui laisse un syndrome de stress post-traumatique pour les patients qui en sortent. Donc voilà, donc il y a un enjeu, un espèce de paradoxe, une tension très forte dans ce service entre l'humain et les machines, et les soignants qui sont aussi entre l'humain et les machines, entre ce côté technique, très rigoureux, très strict, sans oublier l'humain qui est derrière à prendre en soin, et les familles également. Ça m'a interpellée d'abord parce que l'infirmière qui m'encadrait, à chaque fois qu'elle entrait dans la chambre d'un nouveau patient, qui était inconscient, en coma artificiel, elle les appelait par leur prénom, elle leur parlait, elle les prévenait de chaque soin avant de les faire. Elle leur expliquait tout, en fait, tout ce qu'elle allait faire dans la chambre, même si le patient était inconscient. Et donc, du coup, je lui ai rapidement posé la question. Et donc, elle m'a expliqué que c'était pour 2 principales raisons. On ne sait jamais à quel point le patient est conscient et inconscient en état de coma artificiel. Et surtout parce que ça permet aux soignants de ne pas mécaniser ses gestes de soins vis-à-vis du patient qui est endormi. Ça permet de vivifier cette conscience qu'on prend en soin un humain et que le fait de lui parler comme s'il était là totalement avec nous et qu'il pouvait complètement comprendre ce qu'on lui disait, ça permettait de préserver cet espace de dignité, d'intimité et de respect vis-à-vis de ce corps endormi à prendre en soin. Pour mon MFE, je me suis inspirée de situations que j'avais vécues en réanimation qui m'avaient un petit peu interpellée sur la prise en soin du patient et la considération de l'humain. Des fois, on a nos pratiques de soins, ce qu'on nous apprend à l'école, et en fait, on se rend compte qu'on doit s'adapter à la particularité du patient qu'on a en face de nous. Donc il y avait ça, et puis de l'autre côté, il y avait aussi surtout l'impact émotionnel. Ce que j'observais chez moi en tant que jeune, en tant qu'étudiante infirmière, ce que ça me faisait. Voilà, cette prise en soin-là de personnes en état critique. Je suis partie de ça et puis j'ai voulu m'interroger sur cette empathie soignante. Parce que manifestement, dans la formation à l'humanisation des soins, les soignants ont été soumis à ce qu'ils appellent une pratique expérientielle. C'est-à-dire qu'ils sont mis à la place des patients sur certains soins qui leur sont faits pour qu'ils se rendent compte de ce que ça peut faire chez eux, ce que ça peut produire en termes de sensations, d'émotions, de peur, de malaise, de souffrance ou de douleur. Donc finalement, c'est cette empathie-là qui était sollicitée. Et donc je me suis demandé aussi, en étant le plus empathique possible à l'échelle de l'individu, quel effet ça pouvait avoir sur le patient. Voilà, j'imagine qu'on n'est pas plus empathique ou moins empathique à blanc. Ça doit forcément avoir un effet ou profiter, j'espère, aux patients. Donc j'ai voulu étudier cette interaction entre le projet d'humaniser les soins, cette empathie soignante, et l'impact de ces deux-là sur la résilience du patient en réanimation quand il est sur la phase ascendante et qu'il doit justement retrouver son autonomie par la suite. Donc j'ai fait cet état de l'art sur la question et puis j'ai mené 4 entretiens avec des infirmières qui travaillent en réanimation et qui ont été initiées à l'humanisation des soins. 4 témoignages qui ont été complètement différents les uns des autres et qui m'ont donné beaucoup de fil à retordre pour l'analyse. Mais qui ont été très intéressants et qui m'ont permis d'arriver à des conclusions que j'avais pas imaginées en commençant ce travail, ce qui était tout à fait passionnant. On s'engouffre quelque part et on ne sait pas où ça nous emmène finalement. Par exemple, j'ai notamment questionné ces infirmières sur la question
de l'empathie. Parce qu'on part souvent avec ce préjugé que en tant que jeune professionnel, on va commencer à se blinder au fur et à mesure de notre pratique professionnelle pour être moins impacté émotionnellement par ce qu'on voit au quotidien dans notre travail. Et donc il y avait une infirmière qui disait non, en fait au contraire, faut pas faire ça, parce que finalement si on se blinde pendant des années, en fait on refoule, on accumule, et puis au bout de quelques années on finit par faire un burn-out, et puis ou alors même entre-temps on faisait plus notre travail correctement, parce que quand on refoule ou qu'on accumule, on se coupe d'une certaine manière de ce lien-là avec le patient. Et donc cette infirmière-là me disait qu'elle avait fait ça, mais que ça avait été une grosse erreur, et que finalement elle disait qu'il fallait pas se blinder, mais qu'il fallait commencer à essayer d'accueillir les émotions, accepter ces émotions-là tout de suite comme faisant partie du travail. Et il y avait une autre infirmière qui me disait qu'en fait, en débutant en réanimation, en tant que jeune professionnel, ce n'est pas possible de pouvoir développer ce côté empathique tout de suite avec le patient, parce qu'on est tout simplement trop concentré sur le côté technique, l'aspect technique, tout ce qu'il y a à apprendre dans ce métier-là, pour tout simplement ne pas faire d'erreurs très graves auprès du patient. Et donc, il y a une professionnalisation en 2 temps, où il y a d'abord nécessairement cet aspect pratique, d'apprentissage. Et une fois que ça, c'est un petit peu plus acquis, on peut se libérer de l'espace mental pour s'occuper de cet aspect-là empathique envers le patient. Je me suis aperçue que ce que ces infirmières disaient n'était pas du tout contradictoire. Elles apportaient chacune 4 points de vue complètement différents, qui étaient complètement sensés et qui se valaient complètement, qui s'expliquaient de manière complètement différente. Donc en fait, c'était une richesse à exploiter, mais ça n'a pas été facile sur le coup, parce que en fait, il n'y avait pas à mélanger ou à faire fusionner un point de vue pour n'en faire qu'un seul. En fait, il y avait plein de manières différentes de soigner, de considérer le soin, qui se valaient complètement, et c'est ce qu'elles ont mis en avant en fait avec leurs témoignages. Voilà. Dans le MFE, il y a cette partie qui arrive après l'analyse des résultats, qui est la problématique, et donc qui nous demande d'avoir ce regard critique sur ces entretiens-là. Et donc j'ai essayé d'aller plus loin quand même, d'essayer de comprendre ce que ces entretiens-là signifiaient. Et donc il y a d'autres concepts qui sont apparus, comme celui de la relation miroir, qui m'a beaucoup intéressée et qui m'a aussi posé problème. Avec cette empathie soignante-là, finalement, en miroir, on sollicitait autre chose chez le patient. Donc il y a une confiance mutuelle qui s'installait quand le patient se sent pleinement considéré et vu et compris. Je me suis intéressée sur cette idée de co-construction du soin, en fait, et c'est aussi ce que j'ai appris lors de mes études, et que j'ai vraiment pu expérimenter, entre guillemets, avec cette recherche-là, cette idée que le patient, il est loin d'être passif dans la relation de soins, il est aussi actif que le soignant, et que le rôle du soignant, c'est de pouvoir justement le soutenir et l'épauler dans cette reconquête de son autonomie. Et donc voilà, j'ai essayé de creuser entre les tenants et les aboutissants de ce mécanisme-là, en fait. Alors sur la réalisation du MFE, j'ai eu des périodes de gros stress parce que les échéances arrivent très vite en 3e année, et je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout stresser, et je suis pour autant pas forcément organisée, mais du coup ce petit combo a fait que j'ai évité de prendre du retard. Donc je suis restée assez régulière dans l'avancée de mon MFE. J'avais vraiment pas envie de me retrouver à 2 semaines du rendu et de me rendre compte que j'avais encore la moitié à écrire. Donc c'était un travail qui était dans lequel je m'étais beaucoup investie, et j'avais pas envie que ça se solde de cette manière-là. Donc ça m'a demandé un travail assez régulier, j'ai investi beaucoup de temps, et finalement il y a toujours la mise en forme à la fin qui est très fastidieuse, mais en tout cas 2 ans après, je n'en garde pas tant de mauvais souvenirs que ça. Pour la soutenance, ça s'est plutôt bien passé également, parce que finalement, on a travaillé pendant tous ces mois-là sur ce mémoire. Et la soutenance, c'est enfin le moment, cet espace très court, 10 minutes, où on va pouvoir raconter un petit peu ce qu'on a fait, ce qui nous a intéressés. Et le plus dur, finalement, ça a été de condenser le travail du MFE. Le travail de la soutenance, il n'est pas simple là-dessus, parce que il faut réussir à synthétiser et s'approprier complètement notre travail. Ça s'est très bien passé.
Et donc à la suite de ce travail-là, une fois diplômée, lors de la réalisation de ce mémoire, moi je m'étais inspirée du travail d'autres étudiants que j'avais pu trouver en ligne en fait, pour savoir exactement quel était le résultat final attendu, pour avoir une direction claire. Et au vu du temps et du travail passé sur ce mémoire-là, et puis aussi de la participation des infirmières qui m'avaient octroyé leur temps, j'ai voulu le mettre en ligne pour qu'il serve à d'autres étudiants. Et donc j'ai finalement cliqué sur un site intitulé 5 manières de mettre en ligne son mémoire. Donc sur les 5 points, il y avait donc l'explication vis-à-vis du site Mémoire Online, où j'ai effectivement mis mon mémoire, et puis 3 autres points, et le 5e point qui proposait d'envoyer son mémoire à une maison d'édition. Et j'ai cliqué sur le lien par curiosité. Et puis j'ai effectivement envoyé mon mémoire parce que vraiment ça me prenait 2 minutes. C'était un petit peu comme, j'aime bien le dire, une bouteille jetée à la mer et j'en ai plus rien attendu. Et finalement, 2 mois après, j'ai eu une réponse positive de la maison d'édition en question qui acceptait de publier mon mémoire. Alors j'ai été très surprise au début de recevoir cet avis positif. Je me suis même demandé si c'était pas une arnaque. Et finalement non. Et donc très surprise pour le coup, parce que bon, c'est rare que des mémoires de master soient publiées, encore plus des mémoires de licence. Et c'est vrai que peut-être il y a eu pendant encore un moment ce petit syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce que j'ai cette chance-là d'être publiée ? Après, cette publication m'a donné aussi du travail. Il a fallu relire le mémoire, le recorriger, parce que bon là, les enjeux, c'était pas seulement l'examen derrière, c'était la publication et la lecture par des professionnels, et puis aussi contacter le service en question dans lequel j'avais fait ce stage pour le prévenir de la publication, revoir avec lui les passages où je les citais pour pas qu'il y ait d'erreurs ou de quiproquos. Donc ça s'est fait en parallèle de ma première prise de poste, mais pour le coup, au travail, j'étais vraiment concentrée sur mon apprentissage de la réanimation, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai mélangé, qui m'a donné plus d'aisance ou de confiance dans mon travail. C'est vraiment resté quelque chose d'à part, une fierté, ouais. Jusqu'au stage de pré-professionnalisation, on est vraiment protégé par ce statut d'étudiant. Et peut-être qu'on se rend compte qu'on était vraiment protégé une fois qu'on ne l'a plus, qu'on a cette fois ce statut de professionnel. Et alors moi, il y a 2 choses qui m'ont marqué quand j'ai commencé à exercer en tant que professionnelle infirmière. C'était de 1, malgré les 3 ans d'études et la conscience que je pouvais avoir du métier, je me rendais pas encore compte de la responsabilité que j'aurais dans les mains, en fait, une fois que j'y serais confrontée. Donc ça fait un petit peu peur au début. C'est assez stressant de se rendre compte de toute cette responsabilité qu'on a. Et du coup, en revers, avec cette responsabilité-là, je me suis aperçue que j'avais une grande marge de manœuvre sur le professionnel que je décidais d'être. On n'a pas une formation et on devient juste un professionnel. Alors c'est pas si simple. On a une formation et ensuite on se l'approprie et on en fait un petit peu ce qu'on veut finalement. On acquiert des bases, des pratiques, mais le professionnel qu'on devient, l'infirmier qu'on devient, il dépend complètement de nous. Et donc voilà, le métier, il m'est apparu en fait beaucoup plus grand que ce qui paraissait même au début. Parce que là je me dis en fait il y a une certaine liberté. Là, je vais devoir choisir certaines pratiques de soins, quel type de soignant je veux être, mon type d'organisation. Beaucoup de choses à choisir, en fait. Il faut prendre parti dans ce métier. Je suis arrivée dans ce service de réanimation à Versailles. Donc, j'ai eu 1 mois d'intégration où je suis doublée par plusieurs infirmières, 2 jours comme de nuit. Et donc avant d'être lâchée, dans le grand bain comme on dit, je me suis sentie bien accueillie parce que les infirmiers réa savent que c'est pas facile, surtout pour un jeune diplômé, d'arriver directement en service de réanimation. On est confronté à beaucoup de nouveautés et aussi beaucoup de responsabilités. Donc dans le service, il y a vraiment une entraide générale entre les soignants. Donc pour le coup, je me suis sentie assez bien épaulée, soutenue et encouragée aussi, parce que en fait, quand on arrive
pour... alors, il faudra me reprendre si je me trompe, mais en tout cas des collègues que j'ai eus en réanimation et toutes les discussions que j'ai pu avoir, on se dit tous au début qu'on n'est pas fait pour ça. C'est pas possible. Même après 6 mois, on se dit encore, mais qu'est-ce que je fous là ? Et donc, c'est un peu comme une initiation à passer, j'ai l'impression, où il faut s'accrocher pendant quelques mois, malgré ces retours émotionnels-là, ces peurs, ces angoisses, tout ce stress. On se dit qu'on n'est pas à la hauteur et que finalement, on ne sera pas un soignant qui sera fiable en réanimation, quoi. Et en fait, tout le monde passe par cette phase de questionnement-là. Et finalement, avec la pratique, avec l'intégration aussi, avec les soignants, parce qu'il faut savoir que d'un point de vue social, mis à part tout le côté technique, quand on n'est pas encore à l'aise avec justement ce côté technique, pratique, avec le métier en lui-même, c'est plus compliqué de s'intégrer socialement à l'équipe. Parce que on a quelque part encore des choses à prouver. Il y a vraiment une intégration, en fait, on passe comme des petites épreuves. On doit prouver qu'on fait le taf, qu'on fait l'affaire, qu'on est compétent. Donc il y a un peu une double intégration qui se joue, d'une part vis-à-vis du métier en lui-même et d'autre part vis-à-vis des soignants aussi qui doivent reconnaître notre valeur quelque part. Donc oui, je mentirais en disant que c'était facile, tout coulait de source, parce que c'est pas forcément le cas, même si on se sent accueilli, il y a quand même des difficultés. Il peut y avoir certains déconvenus vis-à-vis de certains soignants. Après, c'est le monde du travail, donc c'est un petit peu pareil partout. Mais voilà, ça n'a pas été facile, mais c'était un métier en tout cas un service qui valait le coup de s'accrocher et qui était aussi compliqué que gratifiant et enrichissant. J'ai commencé à me sentir à l'aise au bout d'à peu près 10 mois. 10 mois de travail dans le service, sachant que j'étais passée à 80% entre-temps. Mais voilà, cette première sensation de se sentir plus à l'aise, elle n'est pas forcément en continu. Ensuite, il y a des hauts et des bas. Il y a certaines journées qui vont nous faire sentir comme des super soignants, experts, et puis il y en a d'autres... on va avoir plein de problèmes et on va se dire mais c'est pas possible. J'ai encore... on se remet en question des fois. On a des moments où on ne devrait pas le faire finalement. On se rend compte du progrès quand on atteint des automatismes qui étaient super durs pour nous à acquérir au début. Par exemple, quand on commence à pouvoir aller aider les autres infirmiers. Aussi parce que ça, au début, pendant des mois, on est centré sur notre travail, on n'a pas assez de temps et d'espace pour pouvoir se libérer et aller aider les autres. Donc une fois qu'on peut faire ça, on dit qu'on a quand même passé un petit cap. Ça y est, je suis devenue assez opérationnelle pour moi-même prétendre aller donner un coup de main, quoi. Puis c'est jouissif de voir qu'on a acquis les automatismes qui nous semblaient ahurissants au début quand on écoutait et quand on regardait les infirmiers travailler. Et puis également quand on se rend compte que sur certains soins techniques, on n'a plus besoin d'autant se concentrer qu'avant et qu'on peut libérer plus d'attention sur ce qui se passe autour de nous et sur le patient en particulier pour mieux l'accompagner. Ou quand, évidemment, avec le temps, on finit par connaître le service, le matériel, les médicaments comme notre poche. Donc on est aussi beaucoup plus rapide pour préparer, prodiguer un soin. Et puis le fait de mieux connaître ses collègues, ce travail d'équipe qui est primordial, ça facilite aussi la communication, l'entraide. Donc finalement, on se rend compte qu'on devient beaucoup plus performant et puis c'est beaucoup plus gratifiant et c'est beaucoup plus aisé de pratiquer un métier où on sent qu'on est compétent. Enfin, on y prend beaucoup plus de plaisir finalement. Quand j'ai commencé à prendre du plaisir dans mon métier, je me suis rendu compte, j'ai passé quelques étapes. J'ai demandé, au bout de 4 mois dans le service, de passer à 80% parce que je voulais me garder du temps sur ce côté réflexif, ce côté aussi littéraire de la pratique infirmière. Déjà, la publication de mon mémoire m'avait donné plus du travail et j'avais eu la chance, à la suite de ma diplomation, qu'on me propose l'écriture d'articles. Madame Claire et Madame Kinitia m'ont accompagnée dans cette petite aventure et j'ai pu écrire
Donc en tout, 4 articles dans la revue de l'infirmière. Et donc à peu près un tous les 2 mois sur une période de 6 mois, avec la relecture de Madame Claire et de Madame Kinoutia. Donc pour la revue de l'infirmière, j'ai pu publier les fiches éthiques qui sont dans la revue. C'est un article en format assez court. Et en fait, ça reprend un petit peu ce qu'on avait l'habitude de faire à l'école dans les analyses de situation. On part d'un cas clinique, puis on analyse la situation. Là, j'avais creusé l'exercice en allant piocher donc, des références universitaires, des philosophes pour me permettre de mieux comprendre, de mettre en évidence les problématiques et les enjeux qu'il y avait derrière cette situation-là. Donc j'ai écrit, mon premier article, je l'ai écrit dans la continuité de mon mémoire sur l'humanisation des soins en réanimation. Ensuite, toujours dans cette même logique sur l'empathie des soignants vis-à-vis de l'intimité de l'espace des patients en réanimation également. Les 2 autres articles portent sur la gestion et l'intégration de la famille dans les soins en général et sur le prélèvement d'organes, de tissus. Les enjeux éthiques, quelques enjeux éthiques vis-à-vis de cette thématique-là. J'aime beaucoup écrire, donc j'étais ravie de pouvoir continuer cette activité à travers l'écriture de ces articles. Et il y avait toujours des thèmes et des sujets qui m'intéressaient et qui sont très vastes, qui mériteront toujours d'être étudiés. Et donc ça m'a apporté beaucoup de travail parce que c'est de la documentation, c'est beaucoup de lecture, c'est de la prise de notes. Ensuite, vu que les articles sont dans un format assez petit, il y a aussi un exercice de synthèse qui est pas facile. Et je remercie vraiment Madame Claire et Madame Kinoutia pour ça parce que je leur ai donné beaucoup de travail aussi dans la relecture de ces articles et j'ai bénéficié aussi de leurs conseils parce que c'était pas un exercice que je connaissais, l'écriture d'articles pour une revue professionnelle. J'ai fait des petites erreurs, des maladresses qu'elles ont pu voir et reprendre parce que c'est incertain le monde de la recherche paramédicale. J'ai été contente d'en apprendre plus sur le monde de la recherche dans le paramédical parce que c'est potentiellement quelque chose qui pourrait m'intéresser par la suite et par rapport à mon expérience professionnelle, ça me permettait finalement, comme à l'école où on a pendant ces 3 ans cet aspect pratique avec les stages et l'aspect théorique avec les TD et même le MFE où on cultive notre capacité réflexive, notre esprit critique, la remise de questions aussi de notre pratique de soins. Justement dans l'écriture de ces articles à partir de cas cliniques, donc à partir d'expériences que j'avais moi-même vécues dans mon travail, ça me permettait de garder cet espace de réflexion-là. Voilà, dans un moment où je me construis aussi en tant que professionnelle. Donc ça me permet de prendre du recul par rapport à ma propre pratique, de me poser les questions, de savoir qu'est-ce que j'aimerais améliorer, notamment ce qui avait motivé l'écriture de cet article sur la gestion et l'intégration de la famille, parce que j'ai rencontré des difficultés avec les familles des patients en réanimation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour être plus contente de ma prise en charge, en fait, des patients et de la famille. Donc finalement, c'était une implication, un investissement en plus et qui m'a demandé pas mal de motivation, mais gratifiant dans le sens où ça me permettait d'enrichir encore ma pratique. Madame Claire m'a beaucoup aidée dans cette aventure d'écriture d'articles et m'a encouragée et poussée aussi. Et c'est grâce à elle que j'ai pu réaliser une conférence au GHU Paris Neurosciences, car elle m'a recommandée auprès de cet établissement pour réaliser une conférence sur le thème de l'empathie, de l'éthique dans les soins, lors d'une journée à thème qu'ils appellent la journée Maevas et qui a lieu chaque année au GHU Paris Neurosciences. Voilà. Et l'idée, c'était de mettre aussi en avant les étudiants de l'IFITS. Donc voilà, Madame Claire me propose de m'adresser à des professionnels, ce qui était pour moi un gros challenge en tant que jeune professionnelle sur un thème sur lequel je me considère pas du tout expert, malgré les écrits que j'ai déjà pu citer. Voilà, c'est tellement vaste, tellement riche que je me prétends pas du tout expert en la matière. Mais je me disais, je peux pas refuser une telle opportunité non plus, sachant que Madame Claire a su grandement me rassurer. Elle m'a complètement accompagnée aussi dans la préparation de cette conférence. Et Madame Claire et Madame Kinoutia étaient là pour m'encourager et me soutenir aussi lors de l'événement au GHU Paris Neurosciences. Voilà.
Donc j'ai réalisé une conférence de 50 minutes sur ce thème, sans m'attendre pour le moins du monde à l'accueil que serait réservé à cette conférence. Et j'ai été surprise en tout cas de la reconnaissance et de la bienveillance, enfin de l'accueil en fait tout entier de cette conférence, même des questions qu'on m'a posées à la fin, et des questions très intéressantes, très pointues également. Et j'avais en fait devant moi des paramédicaux, des coordinateurs, des cadres de santé que j'estimais beaucoup plus compétents que moi pour répondre aux questions qu'on m'a posées. Mais en tout cas, sur l'accueil et les retours qu'on a pu me faire à la suite de cette conférence, toute la reconnaissance, c'était vraiment génial. Je me considère pas comme quelqu'un de stressé, plutôt j'ai une capacité à enfouir le stress. Et là, pour le coup, lors de cette conférence-là, j'étais la première personne à passer sur l'estrade et je suis arrivée comme à ma grande habitude en retard. Et donc, il y avait vraiment Madame Claire qui a pu me guider et venir me chercher pour rattraper un petit peu le coup. Mais je suis quand même arrivée essoufflée et on m'a demandé de monter sur l'estrade 2 minutes après. En même temps, j'ai entendu la présentation que la cadre supérieure du GHU Neurosciences a faite de moi, donc ce qui n'a pas été sans me redonner un petit coup de stress, parce que j'ai vu aussi le monde qu'il y avait dans la salle. Et donc, je suis montée sur l'estrade complètement essoufflée. Je devais jouer avec le micro pour pas embêter toute la salle avec mon essoufflement. Donc voilà, ça commence comme ça, où en fait le stress a été évacué en fait par juste ce besoin de juste retrouver mon souffle. Et finalement, une fois que j'étais partie dans mon discours, en fait j'ai été absorbée par ce que je disais et finalement, vu que je suis quand même passionnée par ce que je fais, c'est ça qui m'a rattrapée. Et en fait, lors de la conférence, il y a le stress en amont, mais pas pendant. J'ai vu la bienveillance qu'il y avait autour de moi et je me suis sentie assez en confiance, en tout cas pour faire mon discours. Voilà. Oui, j'ai pu être surprise un petit peu de la manière dont je m'en suis sortie finalement, parce que c'est surtout après pour les questions. Parce que là, on est face à l'imprévu, on met en difficulté, il y a tout cet échange avec le public. Et ça s'est très bien passé pour le coup. Donc c'est une expérience qui m'a donné, qui m'a donné un petit boost de confiance en moi, qui est toujours à travailler, mais en tout cas ça a été une super expérience pour ça. Ouais. Donc on m'a proposé plusieurs opportunités et moi-même j'avais plusieurs projets en parallèle de ce poste en réanimation qui m'ont conduit à passer en temps partiel pour pouvoir combiner ces deux activités-là, en fait, finalement pratiques au terrain sur le service de réanimation et en même temps ce côté réflexif via l'écriture d'articles, la publication de mon mémoire et la continuité de mes études. Voilà. Fin de l'épisode 1. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. À suivre.